Support Me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre, il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Pierre est un optimiste déterminé et convaincu. En 2017, à cause de la maladie de Crohn, il doit se faire retirer les 3/4 de son côlon et implanter une stomie définitive. À peine remis de cette lourde opération et de ses conséquences, Pierre apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, la maladie de Kaller, un cancer du sang. Un choc pour cet homme très actif professionnellement, père et grand-père, qui doit arrêter de travailler et réorganiser toute sa vie. Aujourd'hui, Pierre apprécie chaque petit plaisir, il a appris à les reconnaître et à éprouver de la gratitude pour chaque moment passé avec ceux qu'il aime. Un sentiment puissant anime Pierre, l'espoir. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me. J'ai 66 ans, j'habite à Gavre, c'est dans le sud de la ville de Gand, en Flandre orientale. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 fils et 3 petits-enfants. Comme profession, j'ai toujours été un conseiller. Du fait que j'ai fait mes études à l'université de Gand et que j'ai fait la réussite en marketing, management et communication, j'étais surtout spécialisé d'être conseiller pour secteur alimentaire international. Mais du fait que j'ai aussi fait la communication dans mon bureau, dans mon entreprise, j'ai été aussi dans les médias, c'est-à-dire pour certains journaux, et aussi à la télévision belge néerlandophone, que la radio 1 et 2 aussi néerlandophone. D'autre part, j'ai été aussi conseiller pour des entreprises au niveau de leur marketing, de leur communication vers l'extérieur, vers les clients, vers les consommateurs. Au moment qu'on passait des vacances en 2019, il y a maintenant un peu plus que 2 ans, dans le retour, j'ai commencé à avoir des problèmes à mon dos que je n'ai jamais connus avant. Après une visite chez mon médecin, elle m'a envoyé vers l'université de Gand, l'hôpital de l'université de Gand, où on a constaté que j'avais quand même déjà des blessures dans mon dos, mais que l'origine de ces blessures, c'était le cancer, comme on dit, la maladie de Kaller, qui est aussi expliqué au nom de myélome multiple, qui attaque vraiment le dos, mais aussi autre part du corps, et qu'on a commencé à dire il faut commencer à suivre certains traitements, comme le chémo, qui a commencé déjà 3 jours après que j'ai reçu, disons, la diagnose. Du fait que j'ai travaillé dans le secteur de la communication et, disons, du marketing, j'étais déjà bien au courant de certains types de cancers, mais le cancer qu'on m'a expliqué n'était pas connu pour moi, qui était un peu embêtant du fait que je ne connaissais pas l'avenir ou l'impact de ce cancer dans ma vie. Ça, c'était un peu l'inconnu qui faisait déjà un choc au moment qu'on m'a donné cette explication. Mais du fait que je suis quelqu'un qui a toujours été quelqu'un ouvert à connaître le plus possible de ce qui est, ou
de ce qu'on rencontre dans la vie, j'ai été directement intéressé de savoir le plus possible de ce cancer, mais aussi des traitements à suivre et ce que j'avais encore comme avenir, disons, du fait que c'était encore pas possible de le guérir, mais qu'il y avait quand même des possibilités avec certains traitements que de devenir, disons, stable et d'avoir quand même encore une vie qualitative possible, disons. Au premier moment, le professeur de l'hôpital universitaire de Gand disait il y a peut-être 5 ans qu'on avait maximum 1 an encore pour survivre. Mais du fait qu'il y avait des études au niveau des médicaments et des traitements chimaux, mais aussi d'autres traitements, disons, étudiés déjà par certains hôpitaux universitaires, qui avaient quand même des possibilités de devenir stable et d'avoir peut-être 5 à 10 ans encore pour avoir, disons, une vie assez qualitative, mais avec un suivi très proche, c'est-à-dire d'avoir chaque 15 jours au moins le contact avec l'hôpital et de voir s'il devrait changer l'un ou l'autre traitement pour que je pouvais rester quand même stable. Du fait que j'avais déjà la maladie de Crohn depuis mes 26 ans, qui était surtout un type de cancer au niveau du côlon. Et ça avait donné lieu en fin 2017 déjà d'avoir une stomie définitive. Ça voulait dire que pour moi, c'était quand même très vite après cette nouvelle situation et adaptation à ma vie, pour ma vie personnelle, familiale et professionnelle, que de retour, j'avais une nouvelle situation en plus de ce que j'avais déjà eu comme problème pour m'organiser et pour vivre, disons, à un niveau assez qualitatif. Ça, c'était la première réflexion que je faisais, c'est-à-dire où j'ai déjà cette situation depuis 2017, ça en plus, qu'est-ce que ça a éventuellement la maladie de Crohn? Est-ce que ça a un contact avec l'autre maladie ou est-ce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre? Et ça, c'était déjà confirmé que la maladie de Kahler ou le cancer que j'avais, que ça n'avait rien à voir ou que ce n'était pas une suite à l'autre maladie, que c'était plutôt une nouvelle situation. Deuxièmement, que c'était quand même un cancer au niveau du sang. Ça veut dire que c'était dans tout le corps, que ça pouvait avoir impact, qui n'est pas le cas si quelqu'un a une tumeur à l'un ou l'autre place dans le corps. Ça peut être possible avec, par le chirurgien d'enlever ça et d'avoir des traitements, mais pour ce cancer que moi j'avais, c'était impossible. C'était simplement de voir ce qui se passe dans le sang et après de donner certains traitements de chimio pour attaquer, disons, le cancer. Ça, c'était la première réflexion. Deuxième réflexion, c'était qu'est-ce que je peux encore faire au niveau familial et professionnel. Du fait que j'avais mon propre bureau, mon propre entreprise, que je travaillais pour d'autres entreprises comme conseiller, et d'autre part, que j'étais quand même aussi déjà active dans le média, c'était impossible disons, de travailler 24 heures sur 24 heures. J'étais habitué pour le média, entre autres, s'il passait quelque chose en week-end ou la nuit, que j'étais toujours présent pour y aller sur la place du fait que je ne pouvais plus donner cette garantie aux entreprises dans le secteur média. J'ai dû modifier un peu la façon de travailler, c'est-à-dire je voulais encore travailler ou je pouvais encore travailler dans le jour, mais plus la nuit, et d'avoir quand même une sorte de repos dans le week-end, du fait qu'on devient quand même plus fatigué par le cancer, qui m'obligeait, disons, d'arrêter ce travail dans la nuit ou dans le week-end. D'autre part, pour les entreprises, je travaillais aussi pour des entreprises qui étaient actives au plan international. Ça voulait dire que des visites de plusieurs jours à l'étranger,
que ça devenait aussi très difficile pour donner aussi cette garantie à ces gens-là et que j'ai dû aussi diminuer cette activité dans les premières semaines. Mais après quelques mois, j'ai constaté que c'était de plus en plus difficile, que j'ai demandé d'avoir quand même une pré-pension, disons. J'avais 64 ans. À ce moment-là, j'ai décidé, je vais quand même prendre ma pré-pension plus vite que souhaité, disons, parce que du fait que j'étais indépendant et que j'avais ma propre entreprise, c'était pas mon idée de faire ça. Mais j'ai communiqué aussi à mes clients, disons, que c'était impossible du fait que j'avais le cancer de continuer mon engagement et de changer un peu les engagements que j'avais déjà donnés à ces gens-là. J'étais habitué d'avoir beaucoup de contacts à l'extérieur, de rencontrer beaucoup de gens au niveau industriel, entreprise, le média, disons. Hein. J'ai dû arrêter aussi ces contacts à l'extérieur. Ça voulait dire, comme on dit, de vivre dans les quatre murs de ma maison. C'est pas facile à continuer cette vie-là. Résilience, c'est quelque chose que j'ai connu déjà fin 2017 avec la stomie définitive, que j'ai dû trouver quand même des éléments dans ma vie. J'ai peut-être l'avantage que j'ai un caractère qui est très ouvert, qui est ou qui donne lieu à ne pas rester, disons, dans mon lit ou dans les fauteuils et d'attendre ce qui passe ou ce qui vient chez moi, que j'ai continué à avoir mes contacts, disons, avec des amis proches. De l'autre côté, en premier rang, disons, la famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, pour déjà avoir ces contacts-là et d'avoir aussi le support, disons, pour les moments difficiles, d'avoir quand même possibilité d'avoir ce contact avec ces gens-là tout proches. Mais d'autre côté, pour mes amis qui m'ont connu, qui m'ont rencontré, qui connaissent vraiment mon caractère et qui savaient bien que je n'étais pas la personne qui restait dans le coin, dans le petit coin de ma maison, et qu'avec l'Internet, le téléphone, le WhatsApp et finalement aussi le FaceTime, que j'ai quand même continué à suivre ce qui se passait à l'extérieur de ma vie à ce moment-là, et que j'avais toujours aussi le respect et l'appréciation des gens qui me connaissent bien, qui ont aussi continué à me voir. Si ce n'était pas physiquement direct, c'était quand même par, comme j'ai dit, le WhatsApp ou le FaceTime, qui m'a donné aussi beaucoup de courage et aussi qui apportait certaines choses aussi à ma résilience que j'ai, disons, de moi-même, mais qui devenait quand même plus fort du fait que ces gens-là ne m'ont pas laissé tomber, disons. La résilience, la majorité des entrepreneurs sont des gens qui ont de la résilience. Mais comme personne privée, disons, l'autre part n'est pas si facile. Et ça se fait, disons, pas après pas, disons, pas en une fois. C'est quelque chose qu'il faut chaque jour de retour un peu faire la réflexion. Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je veux encore faire avec ma vie? Et c'est plutôt de vouloir, du fait que je n'étais plus obligé de le faire, parce que c'est aussi un aspect très important pour une famille. Il y a aussi l'aspect financier. Si on est habitué de gagner sa vie et de vivre, disons, au niveau qualité, que beaucoup était possible, qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui tombent, qui s'arrêtent. Mais si vous avez encore, disons, pas de problème au niveau financier, là, vous avez encore aussi cet effort de ne pas rester dans le négatif de la vie et de rester d'une
d'un esprit positif. Ce que j'ai jusqu'aujourd'hui, disons, hein, on est 2 ans et 3 mois plus tard que le jour qu'on m'a communiqué le cancer, que j'ai réussi encore à faire. Mes projets d'avenir ont, d'un côté, c'est une continuation du fait que j'ai été journaliste, que j'ai travaillé dans le monde de communication. À un certain jour, j'ai dit, pourquoi faire ou d'écrire un livre? Ça, c'est un de mes projets où je suis encore actuellement active. J'espère que fin de cette année, j'ai réussi à mettre fin à ce projet-là. D'autre côté, de ce qui est ma vie de famille ou privée, j'étais quelqu'un qui était déjà actif dans le monde des bateaux en voile. Et j'avais justement, en 2018, décidé d'aller suivre une formation, d'avoir cette possibilité d'aller, disons, à l'étranger, par exemple, à l'Angleterre ou vers la Grèce ou le Croate, pour y aller en bateau à voile et de se promener, disons, de prendre seulement vacances, mais d'avoir quand même cette possibilité d'une vie, je peux dire ensoleillée, hein, d'une vie ensoleillée, mais pas seulement par le soleil, mais aussi par le fait que j'avais encore la possibilité de le faire moi-même. Moi, je n'ai pas eu cette possibilité de le faire. Du fait, le cancer était communiqué en juin. La formation commençait en septembre de la même année. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la possibilité de continuer cette formation. Mais ça c'est aussi un projet pour moi-même, pour l'avenir, d'avoir encore cette possibilité. Les priorités, c'est devenu, disons, aujourd'hui, encore plus que dans le passé, c'est la santé. Deuxièmement, le contact avec tous les gens qui sont proches de moi-même, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. Et d'avoir plus de temps pour passer avec tous ces gens que je viens de dire, qui n'était pas possible dans le passé, d'une part du fait de ma profession. Si on est professionnel, qu'on est à l'étranger pour l'entreprise, c'est pas possible d'avoir les contacts directs. Oui, je sais bien, il y a le petit coup de fil ou il y a le FaceTime, mais ce n'est pas la même chose que d'être face en face des gens. Et d'avoir plus de temps aussi pour les voir, de les parler et d'avoir les petites, disons, plaisirs aussi dans la vie. Par exemple, je suis maintenant habitué depuis les 4 ans, depuis que j'ai eu la stomie définitive, de passer au moins 2 fois par an avec toute la famille en vacances pour une semaine, que c'est à la côte, que c'est à l'étranger, mais quand je parle d'étranger, je parle de la France ou je parle des Pays-Bas, qui n'était pas la possibilité dans le passé. Là, c'était plutôt avec mon épouse qu'on passait que, disons, dans le passé, avec les petits-enfants, quand mes enfants étaient encore petits. Là, on faisait d'autres voyages, mais ces voyages ne sont plus possibles actuellement, du fait qu'on a l'aspect des médicaments, l'aspect des traitements à l'hôpital, l'aspect aussi avec ma stomie, que j'ai en semaine 3 fois une irrigation de mon côlon, en plus que j'ai le drainage lymphatique 3 fois par semaine. Ça veut dire qu'en semaine, il y a déjà beaucoup de temps qui est passé que pour la santé et qui ne donne plus la possibilité de faire autre chose. C'est une expression qu'on dit facilement, de dire oui, en vie, qu'est-ce qui est important? C'est, disons, comme tout le monde dit, la santé. Mais c'est encore plus important
d'aimer et d'avoir la possibilité d'aimer et de voir les petites choses dans la vie qui sont plus importantes que toutes les autres choses. D'avoir une maison, que d'avoir une voiture, d'avoir la possibilité d'aller en vacances. Mais les petites choses de la vie, comme je vois maintenant, de me promener ou de me promener en vélo, de voir la nature, de voir ce qui se passe dans la nature, que c'est l'été, que c'est l'hiver, ce sont deux périodes, mais ce sont des périodes qui sont aussi où donnent beaucoup de possibilités de trouver ou de gagner aussi de l'énergie. Du fait qu'on voit de la nature, ça donne aussi de l'énergie pour continuer sa vie et de prendre ces petites choses qu'on voit là pour dire, voilà, en hiver, les plantes, les arbres, ils n'ont pas non plus le soleil comme en été. Eh bien, dans la vie, c'est un peu la même chose. Il y a des moments, il y a des jours, il y a des semaines où c'est difficile, mais les semaines après, on a de retour le courage ou la résilience, comme j'avais déjà dit, de dire, voilà, rester positif, voir les bonnes choses dans la vie. Comme j'ai appris hier, encore quelqu'un qui disait, dans chaque vie, on rencontre des choses positives, des choses négatives, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais il faut toujours, comme la personne disait, embrasser l'expérience qu'on a eue par toutes ces situations qu'on rencontre dans la vie. Et j'avais aussi dit hier à cette personne-là, bien, ça c'est une bonne idée pour chaque personne dans sa vie de n'oublier pas ça. Je peux dire 3 points. Un, d'avoir encore l'espoir, toujours, même si c'est négatif la situation, ou même si le message qu'on reçoit est négatif, de ne pas directement décider ou de dire « Ah, il n'y a plus de possibilités ». Non, il y a toujours encore des possibilités, même si c'est fort limité. Ça, c'est une chose, de continuer à avoir l'espoir. Deuxièmement, de ne pas oublier de rester avec le courage qu'on avait avant qu'on était dans cette nouvelle situation, le courage de continuer, de ne pas rester dans le petit coin, dans sa maison ou en groupe avec d'autres personnes, de ne pas rester là dans le petit coin et de ne pas dire ou de ne rien dire. Non, vous avez toujours encore le courage de continuer ça. Et troisièmement, comme j'ai même mis dans mon livre, celui qui écrit est aussi celui qui survit. Ce sont les 3 choses que je peux dire aux gens. Jamais laisser tomber l'espoir. Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Stralen.